Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Le Labo, l'émission mensuelle qui analyse et qui décrypte la vie des conseils communaux de Nyon et Gland. Ce mois-ci, mois d'avril, il n'y a eu que le conseil de Nyon. Alors, on s'attaque à deux sujets. D'une part, l'alimentation infantile, mais tout de suite, un sujet qui fait polémique, les arbres abattus sur la place du château. Bienvenue dans Le Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte. Et voilà, et dans ce labo d'avril, on analyse le conseil de Nyon avec cette première question. Une commission des arbres, ça sert à quoi? Retour dans la séance du 7 avril dernier du conseil communal de Nyon, puisque l'heure était aux communications municipales avec cette annonce de Pierre Vallone, municipal en charge du service de l'environnement. Les 8 robiniers faux acacias situés sur la place du château devaient être abattus de toute urgence. Ce sera fait dès le lendemain. Ils seront remplacés par des arbres en bac, une solution temporaire en attendant le réaménagement définitif de la place. Une décision prise par la municipalité en une semaine seulement à la suite d'un rapport d'experts pointant la dangerosité de ces arbres pour les clients de la terrasse du restaurant situé juste au-dessous d'eux. La suite, c'est le conseil qu'il raconte. Vous l'avez certainement remarqué en arrivant ce soir à la salle pour cette séance, les Vauban installés autour de l'esplanade de l'auberge du château. Les acacias qui sont plantés sur cette esplanade sont malades. Vous en avez à l'écran une illustration, c'est un champignon qui les attaque. Nous avons commandité en décembre déjà un rapport à un expert arboriste qui a conclu à la dangerosité de ces arbres et l'obligation de les abattre pour éviter des accidents. C'est un champignon qui s'appelle le félin qui les attaque et qui rend malheureusement l'abattage absolument indispensable. Dès demain matin, 7h30, les 8 acacias seront abattus et remplacés dans la journée et le lendemain par une série de 24 arbres et arbustes en pot. On va vraisemblablement attendre un peu avant de replanter en pleine terre. Étant entendu, vous en rappelez certainement qu'il y avait des projets de la municipalité pour cet aménagement définitif de la place du château. Voilà pour l'information que je devais vous donner avant que la presse en soit informée et que vous ayez la primeur de cette mauvaise nouvelle. Je suis scandalisée d'apprendre que la municipalité veut procéder à faire abattre les arbres de la place du château sous prétexte qu'ils sont malades. Comment se fait-il que la commission des arbres à laquelle j'appartiens n'ait pas été informée ou consultée? Il n'y a pas eu de publication officielle pour cet abattage. Avant tout abattage, nous sommes en droit de voir le rapport qui les condamne. Pour quelles raisons voulez-vous agir dans l'urgence pour priver les citoyennes et citoyens de ces îlots de fraîcheur? Vous savez très bien que cet acte va déclencher la colère et l'incompréhension de la population. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ces arbres ne sont pas subitement tombés malades. Moi, j'en ai entendu parler déjà en 2014. Qu'est-ce qu'on a fait en 7 ou 10 ans pour essayer de les traiter et de les sauver? Ils sont une gêne pour le projet de réaménagement de la place du château. Ça, c'était précisément il y a 7 ans. Au-delà de cette navrante surprise, je m'interroge, et je ne pense pas être le seul, à propos de l'avenir de l'arborisation de cette place. Vous allez provisoirement arboriser cette place. Nous souhaiterions que ça soit définitif le plus rapidement possible. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 2 membres de la commission consultative en matière de protection des arbres, dont vous, Daniel Schwertzmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Parti socialiste en ville de Nyon et donc membre de cette commission. Bienvenue sur ce plateau. Et pour vous accompagner, Béatrice Henquis, qu'on a vu justement à l'image, également membre de la commission consultative en matière de protection des arbres. Bienvenue également à vous. Merci, bonjour. Alors Béatrice Henquis, est-ce que vous êtes toujours autant scandalisée que lors de cette séance du conseil communal? Le mot scandalisé est en effet assez fort. La question qui m'a le plus choquée dans toute cette affaire,
c'était le fait qu'une heure et demie avant le conseil, les membres de la commission des arbres ont reçu un mail pour les avertir de l'abattage de ces arbres. Or, ce n'est pas une manière de procéder. Je veux dire, c'est pas normal que ça se soit passé comme ça. Ça s'est jamais passé comme ça jusqu'à présent. On a déjà eu des arbres à abattre. On a toujours été convoqués où on nous a montré des rapports d'experts, etc., etc. Et en fait, cette communication était absolument nulle. J'ai eu un entretien depuis avec monsieur le responsable Du service, municipal du service, Monsieur Pierre monsieur Vanol. Pierre Vallen. Nous avons eu l'occasion de discuter. Je lui ai fait part de mes griefs. Il a reconnu qu'ils n'avaient pas bien géré l'histoire et en fait, il s'est excusé auprès de la commission des arbres. Eh ben voilà, pour ces premières excuses. On voit justement à l'image ces arbres en train d'être abattus à la place du château. Daniel Schwertzmann, est-ce que vous aussi, vous étiez scandalisé, peut-être pas sur le fond, mais sur la manière dont cette annonce a été faite au conseil communal et plus particulièrement à la commission consultative en matière de protection des arbres? Bon, pour ma part, j'ai envie de dire que je partage le point de vue émotionnel de la population concernant l'abattage de ces arbres. C'est vrai que cela ne fait pas plaisir de voir disparaître des arbres qui nous étaient familiers de par leur silhouette et leur ombre bienfaisante. Puis en même temps, je me suis dit qu'il y avait certainement urgence, qu'il y a certainement au printemps un programme extrêmement chargé sur ce qui doit être fait par les espaces verts, par ce service. Donc ça m'a moins, pas traumatisée, mais ça m'a moins travaillé que ça. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et en plus, tout en sachant qu'il allait y avoir vraiment tout de suite un remplacement évident de tous ces arbres, même s'ils sont pour le moment en pas. Alors voilà. Donc, voilà. Donc finalement, j'ai envie de dire, la pilule n'est pas si mal passée que ça. En ce qui me concerne, là, je m'exprime en mon nom, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Je vous propose de voir justement à l'image, j'ai été tourner quelques images ce matin. Voilà à quoi ressemble la place du château désormais avec ces fameux arbres en pot. Et puis, en votre compagnie, mesdames, j'ai envie de parler justement de cette commission consultative en matière de protection des arbres. Alors, tout un chacun n'ignore pas, enfin plutôt n'est pas censé être au courant qu'il y a plusieurs commissions qui s'occupent de différents objets, dont les arbres. Effectivement, sujet extrêmement émotionnel. Mais alors, ça sert à quoi cette commission? Béatrice Hengist, quel est le rôle de la commission consultative en matière de protection des arbres? En fait, c'est une commission qui est représentée par un membre de chaque parti. Voilà, 6 membres. Voilà. Et puis, il peut aussi y avoir des personnes extérieures parce que comme c'est une commission municipale, c'est la municipalité qui désigne les membres de cette commission. Au début de législature. Hein, Au début toujours de législature. Et en fait, nous avons des réunions, je dirais peut-être 4-5 fois par année ou 3-4 fois, ça dépend des sujets. Et moi, ça fait 10 ans que j'appartiens à cette commission. Et je peux, par exemple, vous donner quelques exemples. Donc, on se réunit avec le municipal en général, ou la municipale, parce que jusqu'à présent, c'était Madame Frémont-Contonne, jusqu'à l'ancienne législature. Et puis, donc, on se réunit avec le chef aussi de l'environnement. Voilà, exactement. Plus 2 experts. Et puis, qui nous expliquent. Alors, les forestiers des arboristes. Il se trouve que parfois la réunion a lieu aux espaces verts. Donc... Voilà, mais on discute de quoi exactement? Et parfois, on va sur place, justement. Okay. On discute, par exemple, d'arbres qui posent problème ou, jusqu'à présent, on a toujours été informés lorsqu'il y a, par exemple, on a eu... dans la maison des enfants, en 2015, il y avait un magnifique cèdre du Liban qui posait des problèmes parce que c'était dangereux, il risquait de tomber, puis il y a des enfants, donc on ne pouvait pas
on ne pouvait pas se permettre ça. Donc, on est allé voir sur place. On a eu l'expert qui nous a montré, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, on peut scanner des arbres. Donc, on voit l'intérieur du tronc déjà, voir s'il est en bon état et tout. Et puis là, la commission était unanime. On voyait très bien que cet arbre, il était en danger. Donc, il a été abattu. Donc, en fait, si je vous entends bien, on explique aux représentants des partis qui ensuite le relaient à leur parti, justement, ce qui se passe avec les arbres, notamment avec les arbres qui posent problème. Il y a un règlement, hein, je le rappelle, qui encadre tout ça. Ce règlement, sauf erreur, il s'appelle le règlement communal sur la protection des arbres et il contient également un chapitre assez intéressant sur les arbres remarquables. Daniel Schwertzmann, qu'est-ce que c'est qu'un arbre remarquable? Donc, il a été fait un inventaire des arbres remarquables de la commune de Nyon. En général, il s'agit d'arbres qui ont un certain nombre d'années et puis qu'on va essayer de protéger au maximum pour qu'ils continuent à être où ils sont et être ce qu'ils sont. Alors, par exemple, un exemple d'arbre remarquable à Nyon qui vous tient à cœur. Un des derniers qui a été finalement sauvé, malgré que 2 experts étaient un petit peu en opposition, c'est l'arbre qui se situe entre le manoir et le château. Il a été taillé de manière à pouvoir tenir encore quelques années. Parce que c'est vrai, imaginez cet espace sans rien, là, je pense que ça serait autrement plus impressionnant que sur la place du château. Alors, ce qu'on comprend dans ce que vient de dire Daniel Schwertzmann, c'est que les arbres, en fait, c'est éminemment politique. Tout le monde a un avis sur les arbres. Ce sont souvent des éléments qu'on dit vivants et qu'ils sont, et qui accompagnent, en fait, les citoyens, les concitoyens qui font partie de la carte postale d'une ville, d'où le fait qu'on prenne cet élément avec des pincettes. C'est un élément très politique. Alors, donc, Béatrice Hengist. C'est un élément politique et je dirais surtout c'est un élément très sensible parce que dès qu'on touche un arbre, dès qu'on abat un arbre, je sais qu'au service de l'environnement, ils reçoivent des dizaines de téléphones parce que les gens, c'est émotif. En fait, c'est logique. C'est la nature et puis c'est nécessaire. Mais la question, c'était, excusez-moi, Justement, c'est de dire que c'est un objet politique, c'est un objet avec lequel on fait de la politique. Je dirais pas vraiment politique. Je dirais pas vraiment politique. Et en fait, vous savez, tous les conseillers communaux participent à des commissions. Ouais. Mais dans cette commission, je trouve qu'il n'y a absolument pas de tension politique ou comme ça. En fait, le sujet, c'est vraiment les arbres et c'est pas... peu importe le parti auquel on appartient, c'est vraiment une commission, je trouve, neutre politiquement. Voilà, c'est une commission qui... On tire tous à la même corde, Voilà. je trouve. Et moi, pour ma part, j'entends bien ce que tu veux dire. Je ne me vois pas, moi, me substituer à des experts qui interviennent sur le terrain. Et peut-être que dans les personnes qui se manifestent quand un arbre est abattu, est-ce qu'ils ont vraiment les connaissances approfondies nécessaires que nos experts ont en la matière? Je pose la question. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, dans cette commission des arbres, Daniel Schwertzmann? Alors, peut-être que ce que j'ai trouvé le plus fort, c'est quand on est monté dans le Jura voir un des espaces appartenant à la commune de Nyon, sous la direction du garde forestier, M. Perrusset. Monsieur Perrusset. Voilà. Et qui nous montre un versant du talus qui est entièrement arborisé par des épicéas qui sont à peu près tous en train de mourir. Et il exprimait bien ce qui s'était passé là, c'est-à-dire de faire une monoculture et en disant que c'était malvenu parce qu'il allait falloir abattre tout ça parce que l'épicéa est en première ligne dans les arbres qui sont en train de péricliter. Menacé d'accord. Par le bostri. D'accord, par le essentiellement. bostri. Ouais. Et ça m'a bouleversée, quoi. Et ce qui était intéressant dans cette expédition qu'on a faite dans le Jura, c'était hyper intéressant. Il faut dire que M. Perrusset est quelqu'un de passionnant et passionné. Ouais.
Et il nous a montré ce que c'était le Bostrich. Alors, ce qui est incroyable, on s'imagine, je sais pas, moi j'imagine que c'est un gros scarabée ou je sais pas quoi. C'est minuscule, ça n'a même pas 2 millimètres. Alors, il avait justement des modèles dans une petite boîte d'allumettes pour nous montrer ce que c'était. Et cette bestiole se met entre l'écorce et le bois, en fait, entre deux, et elle ronge tout, et puis ça tue les arbres. Mais la chose qui est positive, c'est que les arbres qu'on doit abattre à cause du Bostrich, on peut utiliser le bois après, parce que le bois, en fait, n'est pas abîmé. Oui, c'est vrai que récemment, on a appris qu'on réutilisait ces bois ayant subi les attaques de Bostrich. Alors, finalement, quand on fait ces visites, quand on va in situ à Nyon, quand on va dans le Jura, ça nous sert à élaborer quelle politique, ça nous sert à jauger quel préavis. Si je vous dis ça, c'est évidemment qu'il y a un énorme préavis porté par le municipal Pierre Vallonne qui traite justement de l'arborisation au centre-ville, pour lutter contre les zones à forte chaleur avec des plantations de plusieurs milliers d'arbres. Fort de votre expérience à la commission consultative de protection des arbres, comment on jauge la politique municipale et à quoi ça sert de faire ces visites? On commence par vous, Béatrice Enquist. Bon, c'est clair que ces visites sont très intéressantes. Par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est l'histoire des potagers. On a été aussi sur place puisqu'on avait un grand manque de potagers à Nyon et que la commune avait décidé de reparceler tous ces endroits et surtout qu'il y avait des terrains qui étaient pollués. Et donc la commission a été, évidemment, après la commission des arbres a été. Ensuite, il y a eu un préavis au conseil communal. Il y a une somme qui a été demandée pour réaménager ces potagers. Il est clair que quand il y a un préavis comme ça qui arrive et qu'on connaît un peu le sujet, on essaie d'être membre de cette commission. Finalement, bien sûr, parce que là, il y a de l'argent en jeu. Bon, ce n'était pas une somme immense, mais enfin, il y a toujours de l'argent en jeu. Bon, pour les arbres dont vous parlez, qui vont être plantés partout, il y a aussi une immense somme en jeu. Après, il faut voir l'argent qu'on a à disposition, que la commune a à disposition. On ne peut pas jeter l'argent par les fenêtres. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est, si j'ai bien compris, Daniel Schwartzmann, ça vous aide finalement à expliquer à vos partis respectifs, peut-être à convaincre du bien fondé de ce que vous avez vu, ou peut-être de dire, ben là, en fait, on n'a peut-être pas besoin d'aller dans ce sens-là. C'est ça le principe? Alors, absolument. Oui. Et c'est chaque fois que je peux, c'est quand il y a un préavis qui touche aux arbres, c'est un préavis que je choisis. Parce que justement, d'abord, ça m'intéresse énormément. Et puis, en plus, on apprend des choses, mais sans arrêt. Parce que c'est infini. Parce que ça bouge tellement de par le réchauffement climatique. Moi, je trouve ça vraiment instructif. L'écologie, l'environnement, c'est plus réservé au Parti des Verts. Non. Ah, ben non. Ben non. Ben non. Ça, je crois qu'on est bien d'accord. Ouais. Ça concerne tout le monde, en fait. Ça concerne tout le monde peut avoir un avis. On arrive au terme de cet entretien. Merci de nous avoir expliqué ce qu'était cette commission consultative en matière des arbres. J'ai une dernière question à vous poser. Quel est votre arbre préféré à Nyon, Béatrice Enquist? J'hésiterais entre l'arbre de Judée et le magnolia. Qui se situe? Vers la nautique, il y a un arbre de Judée juste à côté de la nautique, et en face, dans le parc, il y a un magnifique magnolia. Malheureusement, la saison est trop courte parce que ça dure une semaine, même pas selon le temps, mais ça, c'est les arbres les plus beaux, je crois. Et pourquoi ils vous plaisent tant, ces arbres? Parce qu'en fait, ils fleurissent au printemps, puis c'est le renouveau. On a l'hiver qui était derrière nous, qui était long. Enfin bon, alors au printemps, ça met de l'optimisme. Ben voilà, et Daniel Schwartzmann, même question. Oui. Moi, j'aime le platane qu'il y a du côté de la Grande Jetée. Il est gigantesque, donc il y a énormément d'ombre en dessous. Et puis, il a beaucoup de classe. Et puis, j'aime bien, pour habiter tout près de la rue de la Colombière, les 2 nouveaux magnolias qui ont été plantés, maintenant, ça fait 1 ou 2 années en arrière, avec beaucoup de soin, avec un énorme espace en dessous pour les racines. Donc, je trouve que c'est... Et là aussi, ça fleurit au printemps. Ensuite, ça s'étoffe avec les feuilles. Voilà.
Eh ben voilà. Daniel Schwertzan, Béatrice Hingis, merci beaucoup d'être venue partager votre expérience de conseillère communale, membre active de la commission en matière de protection des arbres, commission consultative. Voilà à quoi ça sert la politique. Ça sert à apprendre et à participer à la vie d'une communauté. Et l'on passe à un autre sujet, alors tout aussi polémique, peut-être tout aussi sensible, puisque l'on va parler de nutrition infantile. Et l'on continue d'analyser le conseil communal de Nyon avec cette question: faut-il plus de plats végétariens à la cantoche? Toujours dans sa séance du 7 avril dernier, le conseil communal de Nyon a débattu d'une interpellation intitulée Différenciation des prix à la cantine selon l'empreinte carbone. Un objet qui faisait référence à un postulat déposé 2 ans plus tôt, demandant à la municipalité de facturer moins cher les menus végétariens que les menus proposant des protéines animales. La suite, c'est le conseil qui le raconte. Je reviens sur le postulat favorisant la transition vers une alimentation plus durable dans la restauration collective des crèches et des cantines. En clair, ça revenait à facturer moins cher le menu végétarien que les menus proposant des protéines animales. Pourquoi la municipalité n'a-t-elle pas mis en œuvre la différenciation des prix promise pour la rentrée d'août, selon son propre préavis? Effectivement, avant l'adoption du rapport préavis, 4 menus étaient servis quotidiennement à la cantine scolaire. Aujourd'hui, seuls 2 menus sont proposés par jour, dont un en fourchette verte et un en cuisine du monde. L'un des deux est végétarien. Une fois par semaine même, ces 2 menus sont végétariens. Le prestataire sélectionne ses produits en fonction des critères tels que la proximité des produits proposés, la saisonnalité, la biodiversité et le respect de l'environnement. Du coup, je n'ai pas compris pour quelles raisons vous n'avez pas différencié les prix. Je pense qu'il est mieux que les élèves viennent manger à la cantine, qu'ils aillent se nourrir dans les magasins de proximité pour manger chips et Coca-Cola. Donc, on pense qu'il est préférable de faire comme ça. Donc, c'est un choix voulu par la municipalité de mettre les 2 menus au même prix. On s'était pourtant accordé sur cette notion de différenciation du prix. Vous parlez environnement, je pense qu'on en a aussi parlé souvent, on parle aussi d'éléments sanitaires. Hein. Enfin, on s'en rappelle, enfin, il y a toute une partie éducative dont l'école fait, vous le savez très bien. Je suis un petit peu abasourdi. Écoutez, tout dire, non, finalement, on ne fait pas ce qu'on avait dit qu'on ferait, on fait autre chose. Si un repas de pâtes pourrait très bien convenir à votre postulat, par contre, la qualité diététique peut être tout à fait remise en question. Est-ce que pour cela, il doit avoir un prix moins cher? Non. Bah, si, c'est un peu ça ce que vous dites. Vous dites il faut que ce soit végétarien, il faut que le végétarien soit moins cher. Mais c'est facile de faire du végétarien. Depuis 2018, je siège dans ce conseil. C'est la 5e tentative de faire un dictat de ce que doivent manger et la bienséance de ce qui doit être imposé à tous les élèves, si possible. Maintenant, on vient à l'incitation financière que je regrette. On a beaucoup d'enfants qui ont justement pas l'occasion de manger aussi équilibré qu'à la cantine. Ça inclut aussi des protéines animales de temps en temps. Ce qui pourrait marcher au niveau universitaire, c'est-à-dire inciter les gens à prendre le menu moins cher, ne paraît pas fonctionner pour les enfants. Est-ce que vous pensez réellement que votre enfant va regarder le prix du menu pour choisir, ou bien il va choisir ce qu'il a envie, ce qui l'inspire, ce qu'il aime? Je suis tout à fait d'accord que c'est bien de favoriser que les enfants mangent à la cantine et qu'ils mangent des plats diététiques qui soient équilibrés. Je n'ai jamais été contre ça, ni d'ailleurs pour un diktat, contrairement à comment ça a pu être perçu. Pour moi, c'était une mesure éducative, mais... Ben voilà pour le débat qui a eu lieu au sein du Conseil communal de Nyon. Et pour parler de l'alimentation des enfants, j'ai le plaisir de recevoir 2 invités. Caroline Galland, tout d'abord. Bonjour madame. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de projet en alimentation pour Unisanté. Vous êtes diététicienne. Alors, Unisanté, c'est l'organisme qui est chargé de décerner le label national d'alimentation équilibrée fourchette verte aux établissements et restaurants collectifs dans le canton de Vaud. Bienvenue sur ce plateau. Et ma seconde invitée n'est autre qu'une sommité. Alors, médecin associé aux UG et consultante pour l'OMS, Nathalie Farpour-Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, spécialiste en obésité infantile. Bienvenue également par Zoom sur ce plateau.
Merci. Alors voilà, alors évidemment, on a entendu ce débat. J'ai envie de vous poser une première question, alors qui est peut-être très ouverte, mais quels sont les grands constats en matière d'alimentation infantile? Ici, on parle d'adolescents entre 12 et 15 ans. Quels sont les grands principes qui régissent cette alimentation? Alors, je crois que j'ai entendu parler de diététique tout à l'heure dans le reportage. Je crois que j'aimerais rappeler qu'il s'agit d'une alimentation équilibrée, variée. On dit qu'on devrait finalement avoir presque toutes les couleurs dans notre alimentation sur une semaine. Et puis, je crois qu'il faut rappeler que chez les enfants et les adolescents, ils sont en pleine croissance, surtout les adolescents, puisqu'ils vont faire leur poussée de croissance et ils ont des besoins en fait nutritionnels accrus. Donc, en fait, ces jeunes, eh bien, ils ont besoin non seulement bien sûr de fruits, de légumes, et on parle actuellement de 3 portions de légumes par jour, 2 portions de fruits par jour. Ça, ce sont pour les vitamines et pour les fibres. Ils ont besoin d'une source de glucides, donc de sucre, mais de sucre naturel, sous forme de féculents, par exemple. On a parlé des pâtes, du riz, des pommes de terre, du pain. Également des glucides qui proviennent des produits laitiers comme le lait ou le yogourt. Et puis, j'ai parlé des fruits tout à l'heure, donc des 2 portions de fruits par jour. Et puis, finalement, ils ont besoin d'apports de protéines. Et les principales sources de protéines, eh bien, c'est la viande, la volaille, le poisson, les fruits de mer, mais également les produits laitiers, bien sûr, les œufs. Et il y a des protéines, mais en quantité moindre, dans les légumineuses, par exemple. Et c'est quand on parle de menu végétarien, mais il s'agit en effet d'apporter des protéines qui soient, alors, si possible, une source végétale, mais il faut pas oublier que les produits laitiers, eh bien, les adolescents, ils en ont besoin pour grandir, puisque 40% du calcium qui est accumulé dans les os va se faire dans cette période-là. Donc, ils ont besoin d'au moins 3 portions de produits laitiers par jour. Vous avez aussi mentionné la viande, volaille, viande rouge, etc. Ouais. À quelle fréquence ces enfants ont-ils besoin de cet aliment? Et puis finalement, est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut pousser les menus végétariens au détriment de cet apport en viande? Il y a actuellement beaucoup de discussions et beaucoup de travail dans ce domaine-là. L'Organisation mondiale de la santé est en train de travailler sur des recommandations mondiales. Il faut savoir qu'en matière d'apport de viande, en fait, il n'y a pas de recommandations internationales chez les enfants et les adolescents. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'on doit réduire la consommation de viande rouge à environ 1 fois par semaine. En tout cas, chez l'adulte, c'est déterminé maintenant 1 fois par semaine, mais la quantité, elle est encore très variable, elle est entre 100 grammes et 500 grammes par semaine. Et puis chez l'enfant, il n'y a pas de recommandation actuellement pour la viande rouge. Pourquoi? Parce que c'est une source importante d'apport de fer et puis également de certaines vitamines. Le fer, Alors, pardon, continuez. ouais, et sinon, on parle en général, dans les recommandations générales actuelles, de viande inclut la volaille 3 fois par semaine et puis viande rouge une seule fois par semaine. Mais on peut pas se baser encore sur ces recommandations chez l'enfant. Pourquoi on ne peut pas se passer de viande, de volaille? Vous parliez du fer, il sert à quoi le fer pour les adolescents? Alors, le fer, il est essentiel pour tout le monde puisqu'il va servir dans la composition de nos globules rouges et c'est absolument essentiel pour pouvoir fixer l'oxygène en fait dans les globules rouges. Donc le risque quand on a des apports de fer qui sont insuffisants, eh bien c'est de faire de l'anémie et chez les enfants, les adolescents, ça va entraîner de la fatigue, ça peut également compromettre la croissance. Il n'y a aucun aliment végétal à l'heure actuelle qui a les mêmes propriétés, je vais dire, que la viande? Ce que je voulais peut-être rajouter, c'est qu'il n'y a pas seulement le fer, mais il y a aussi certaines vitamines, en particulier la vitamine B12, la vitamine D, et puis on a également des sels minéraux, du magnésium par exemple, du zinc, qui sont essentiels à la vie. Alors, à l'heure actuelle, ben, il y a bien sûr des apports possibles par des aliments en fait qui sont végétaux, mais souvent, par exemple, quand on parle de fer, eh bien l'absorption est moins bonne et la quantité aussi est moins bonne. Donc l'Organisation mondiale de la santé, elle conclut qu'avec un apport de viande rouge par semaine, eh bien, on a des apports suffisants de fer.
Alors, la pyramide alimentaire, cette fameuse pyramide alimentaire, vous l'avez beaucoup commenté. En effet, entre 2011 et 2024, elle a extrêmement changé. La viande est passée du 3e rang au 5e rang dans cette pyramide. Elle apparaît même plus sous forme de steak. On sait pas si c'est un petit jambon, ce que c'est exactement. Mais ça veut dire quoi, pour revenir à ma question de base, qu'il faut malgré tout pousser l'alimentation végétarienne au détriment de la viande dans les cantines scolaires? Alors, j'ai entendu parler d'un menu végétarien une fois par semaine, ça me semble tout à fait adéquat, mais à l'heure actuelle, on n'a pas assez de recommandations, enfin d'évidence scientifique pour dire qu'il faudrait mettre une alimentation végétarienne en fait tous les jours, par exemple, dans les cantines scolaires, et que les enfants et les adolescents ne mangent que ça. Donc, je crois qu'il faut rester sur une alimentation variée, et puis bien sûr proposer ce menu végétarien une fois par semaine. Je pense que c'est très bien. On doit essayer, hein, bien sûr, de limiter les apports en fait de viande, je dirais. Et puis il faut pas oublier aussi la charcuterie. Hein, la charcuterie contient très souvent des nitrites qui sont considérés comme cancérigènes. Donc il faut l'inclure aussi, hein, quand on parle de consommation de viande, de limiter la consommation de viande en général. Mais on parle actuellement de 3 fois par semaine de la viande, et puis le reste étant justement des œufs, des produits laitiers, du poisson, des fruits de mer. Le rôle des restaurants scolaires pour ces enfants, c'est lequel? Alors, le restaurant scolaire, je pense que il peut avoir un rôle bien sûr éducatif. Il y a des enfants qui enfin, ne goûtent ou ne bénéficient peut-être pas, hein, d'une alimentation variée à la maison, qui n'ont pas l'occasion de goûter. Donc déjà, découvrir un certain nombre d'aliments qu'ils ne connaissent pas. Parfois, il est cuisiné, les aliments sont cuisinés d'une différente manière. Et j'entends souvent les enfants ou les jeunes dire: «Ah, mais moi, j'aime bien les carottes à la cantine, mais j'aime pas à la maison», ou bien la salade à la cantine. Je pense que ça, c'est bien, ce rôle éducatif. Et puis, faut pas oublier quand même que pour certaines familles, eh bien, une alimentation équilibrée, eh bien, c'est difficile, ça coûte cher, et donc de pouvoir apporter un repas équilibré à tous les enfants et les adolescents, je pense que ça, c'est essentiel. Et j'ai été quand même frappée d'entendre que le menu fourchette verte, eh bien, il y a au restaurant scolaire à Agnon, il y a un menu fourchette verte et un qui n'est pas fourchette verte. Moi, je trouve que dans l'idéal, en fait, tout devrait être fourchette verte. Je comprends pas pourquoi, finalement, on peut pas apporter une alimentation équilibrée à tout le monde. Et sur le prix, alors est-ce qu'il faut différencier les menus à base de viande de ceux végétariens en les faisant plus chers, ces menus à base de viande? Alors, d'un point de vue financier, ben, évidemment, c'est bien, hein, les sources de protéines animales, en particulier la viande, ben, sont plus chères que les sources végétales. Mais néanmoins, je crois que c'est extrêmement important de pouvoir favoriser une alimentation équilibrée et puis aussi goûteuse, qui corresponde au goût des enfants et des adolescents, à tout le monde, et puis de ne pas faire de différence en fait de prix. En résumé, donc une alimentation riche, équilibrée et diverse, avec au moins 3 fois par semaine des apports en alimentation, en protéines animales. C'est ça ce que je comprends. Ah, 3 fois par semaine, ça peut comprendre aussi. C'est pas seulement de la viande, comme le terme utilisé, mais aussi de la volaille, hein. Voilà, de la volaille. Et puis, puisque je vous tiens peut-être une Et puis dernière viande rouge question. une fois par semaine. Viande rouge une fois par semaine, c'est ce qu'on retiendra. Dernière question pour les gens comme moi qui ont un petit peu de ventre. On est en train de préparer notre body summer. Quel est votre conseil pour les adultes cette fois en matière d'alimentation? Est-ce qu'il faut se soucier des kilos qu'on a en trop? Heu, je crois il faut voir combien de kilos en trop, hein. Il y a des gens qui se font déjà du souci quand ils ont que 2 kilos de trop. Je crois que, chez l'adulte, ben, on calcule l'indice de masse corporelle, on considère que c'est du surpoids à partir d'un indice de masse corporelle de 25, donc c'est le poids divisé par la taille au carré, hein, l'indice de masse corporelle. Et puis s'il est au-dessus de 30, bien, on considère que c'est de l'obésité. Donc oui, il faut s'en soucier parce que c'est associé à certaines maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires. Et puis, c'est important de se soucier de son body summer, d'avoir une activité physique régulière entre 150 et 300 minutes par semaine, et puis une alimentation équilibrée. Puis je voulais peut-être juste terminer en disant que souvent, quand on parle de viande, on parle de fréquence, mais il ne faut pas oublier la quantité. En général, les gens
mangent trop de viande. Donc, il faut se rappeler que la portion idéale, c'est une paume de main, hein, c'est la paume de main en taille et puis en épaisseur de viande ou de volaille par repas. Pardon. Eh ben voilà, Nathalie Farpour-Lambert, vous êtes pédiatre, spécialiste en obésité infantile. Merci pour tous ces conseils Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Eh ben voilà, on a eu la spécialiste de l'obésité infantile, hein, consultante pour l'OMS, pour les HUG, et maintenant on a la diététicienne en charge du label Fourchette Verte pour nous éclairer sur ce qui se passe dans les restaurants scolaires. Alors évidemment, la première question, j'ai envie de vous poser la question de savoir ce qu'est exactement ce label Fourchette Verte. Comment est-il décerné ? Donc, le label Fourchette Verte est décerné aux établissements qui souhaitent valoriser leur travail sur l'alimentation équilibrée, mais également sur la durabilité. C'est donc une volonté personnelle de s'engager dans le label Fourchette Verte. D'accord. Alors, ce label, c'est un label national qui est géré au niveau cantonal du canton de Vaud par Unisanté. Qu'est-ce que c'est Unisanté ? Unisanté est une institution publique qui s'occupe de la santé des Vaudois, avec divers projets, diverses interventions, des consultations, mais aussi des cours qui peuvent être proposés, de la recherche également. Donc, on fait vraiment plein de choses avec plein de collaborateurs. Donc, vous faites le lien entre notre assiette, mais aussi avec la recherche. Hein. Oui. Alors, justement, quand on a un établissement, alors donc c'est l'établissement, si je comprends bien, qui vient vous demander à être labellisé. Et puis ensuite, alors, comment vous procédez ? Vous avez des collégiens espions qui viennent avec des pipettes, qui prennent des échantillons puis qui vous les rapportent, ou c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, transparent, entre le cuisinier, finalement, et votre organisation ? Alors, on a des critères, donc on se base sur les recommandations nationales en matière d'alimentation équilibrée. Et on va rencontrer donc les cuisiniers, mais aussi les équipes éducatives, s'il y a des éducateurs sur place dans les établissements, pour les former aux critères. Les critères donc, vont dépendre du nombre de repas qui vont être pris dans la structure, mais également du type de public qui est accueilli. Si c'est des enfants, il va de soi que ce n'est pas les mêmes critères que si c'est un établissement médico-social, par exemple. Alors là, on parle de Nyon-Marans, hein, c'est un établissement scolaire important dans la région, avec une cuisine aussi qui fournit quasiment 800 repas, sauf erreur. Mais répartis entre les UAPE et les collégiens qui consomment sur place. On fait les mêmes plats pour une UAPE que pour des enfants de 12 à 15 ans. Alors, il y a le label Fourchette Verte. Toutes les UAPE vont être livrées avec le label Fourchette Verte, ce qui n'est pas forcément le cas du restaurant scolaire d'Oignon-Marron, qui a 2 labels avec le label Fourchette Verte, mais également le label du groupe de restauration qui produit les repas. Donc, la majorité des repas sont quand même des repas Fourchette Verte. Après, les quantités vont changer en fonction des tranches d'âge. Comme expliquait la doctoresse précédemment, on va utiliser des quantités de référence en fonction de la taille de la paume de la main et de l'épaisseur du doigt. Donc, les quantités de protéines vont augmenter en fonction de l'âge. Et pour les féculents, donc le riz, les pâtes, les pommes de terre, mais les légumes de l'autre côté, ce sera vraiment à satiété. Les enfants vont pouvoir se resservir s'ils ont encore faim de ces 2 familles d'aliments. Voilà, l'objectif, c'est qu'ils aient un premier plat, puis qu'ensuite, ils se réservent, mais pas en viande, en légumes et avec le reste des aliments. Vous citiez la doctoresse Nathalie Farpour-Lambert. Elle disait, mais pourquoi finalement tous les repas servis ne sont pas labellisés Fourchette Verte ? Qu'est-ce qui fait l'obstacle encore ? Alors, on serait ravis, nous, si tous les repas pouvaient être labellisés Fourchette Verte. Après, c'est vrai qu'en général, si je ne me trompe pas, c'est les municipalités qui vont décider de ce qui est proposé dans les restaurants scolaires. Après, cela n'empêche pas que le 2e repas proposé respecte également les critères Fourchette Verte sans forcément être labellisé. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin qu'un label Fourchette Verte, proposer d'autres labels ?
Et si oui, lesquels pourrait-on proposer? Alors, en prenant l'exemple du restaurant scolaire d'Oignon Marron, ils ont également un deuxième label qui est le label Fait Maison, donc qui vont par un hashtag dire les aliments qui n'ont pas été produits dans la cuisine de production. Donc, ça permet aussi une certaine visibilité auprès des parents, mais également des consommateurs pour voir le travail qui est fait sur place et valoriser également tout le travail qui peut être fait dans la cuisine de production. Alors, et par Unisanté, est-ce qu'il pourrait être fait autre chose? Oui, alors on a également une extension, si j'ose appeler ça comme ça, du label, qui est le label Amatera, qui est un label qui va encore plus loin au niveau de la durabilité que le label Fourchette Verte de base. Actuellement, sur le canton de Vaud, on n'a aucun établissement qui est labellisé, mais c'est vrai qu'on est dans une démarche avec le restaurant scolaire d'Oignon Marron, où on regarde dans quelle mesure on pourrait peut-être implémenter ce label. C'est un gros travail, donc on est en cours. Ça tombe bien. Le label, ce restaurant scolaire d'Oignon Marron est tenu par le groupe Eldora. Est-ce qu'on arrive à bien travailler, par exemple, entre Unisanté et un groupe comme Eldora? Est-ce qu'il n'y a pas des fois, chacun veut faire un peu, j'allais dire, sa propre recette? Alors, la recette, c'est les cuisiniers qui la décident. Nous, on va dicter vraiment des critères. Après, les cuisines, c'est le travail du cuisinier de valoriser ses plats. Mais la collaboration se passe très bien avec ce producteur de repas. Le cuisinier est très investi et a envie aussi d'aller plus loin. Et également avec Eldora, ça se passe très, très bien. Ils ont également des diététiciennes sur place et on travaille ensemble. L'idée avec ce label, c'est vraiment de travailler ensemble. On est plus fort à plusieurs. Et puis d'être aussi des références et un soutien pour les cuisiniers également. Alors, quand on va sur la page internet de cette cuisine scolaire, on voit des plats, mais très bien mis en avant, comme on dit, instagrammables. L'aspect visuel, désormais, c'est important dans la nourriture des cantines. On y fait attention. Alors, je pense effectivement que même si c'est des enfants, on mange d'abord avec les yeux. Donc, c'est important aussi de leur donner envie. La doctoresse parlait également justement avant de l'aspect visuel, des couleurs, pour stimuler aussi l'enfant à manger. Donc, c'est aussi un rôle et ça donne envie de donner envie, ça donne envie de goûter, ce qui peut parfois être difficile également à certains âges chez les enfants. L'expression qui dit on voit avec le ventre, elle est juste. Oui, oui. Alors, dernière question, les restaurants scolaires subissent une énorme pression, notamment des grands distributeurs qui proposent tous des plats chauds, très peu chers, très accessibles. Est-ce qu'ils ont encore de beaux jours devant eux, ces restaurants scolaires, ou est-ce qu'il faut quand même faire attention et puis finalement peut-être les préserver pour préserver cette alimentation saine et équilibrée que vous vantez à Unisanté? Alors, je pense qu'au niveau de la concurrence, c'est difficile d'avoir un prix aussi bas qu'en restaurant scolaire où on va fournir une entrée sous forme de salade de potage, un plat en général chaud et un dessert pour les prix qui sont proposés. Donc, je pense qu'ils ont encore leur avantage. Après, c'est vrai que, pour prendre l'exemple d'Oignon Marron, il y a quand même beaucoup de petits distributeurs à l'extérieur. Donc, c'est un challenge, je pense, pour les restaurateurs d'allier équilibre alimentaire et attractivité auprès des jeunes. Je pense également qu'il y a aussi un moment, un certain âge, où ils ont aussi envie de sortir justement de ces restaurants scolaires. Donc, c'est un challenge, mais je pense qu'ils y arrivent plutôt bien. Dernière question. Alors, Oignon Marron, c'est sur un système prépayé, évidemment. Les étudiants ont une carte et puis ensuite, je pense qu'ils la passent à la caisse. Mais est-ce que ça marcherait de faire une différenciation entre le végétarien et la protéine animale? Et est-ce que le collégien, finalement, se soucie du prix du repas quand il est dans une cuisine scolaire? C'est vrai que les études démontrent quand même que dans un environnement universitaire, la différenciation du prix marche et a un impact en fait sur le choix des menus.
parce que c'est quand même souvent les jeunes qui vont acheter et payer leur repas, ce qui n'est pas forcément le cas dans les restaurants scolaires. Selon moi, mais c'est vraiment mon propre avis, je pense qu'à cet âge-là, les jeunes sont beaucoup plus guidés par l'aspect visuel et le goût, l'appréciation des goûts, que par l'aspect financier. Ben voilà, Caroline Galland, merci beaucoup d'être venue sur le plateau du labo pour nous donner ces explications. Merci. Je rappelle que vous êtes diététicienne et chargée de projet en alimentation pour Unisanté. Merci beaucoup. Merci. Et ben voilà, c'était Le Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte la vie des conseils communaux. Et ce mois-ci, on a appris qu'il fallait manger de la viande, mais que la quantité ne faisait pas encore l'objet d'un consensus au sein de la communauté scientifique. Et puis, on est allé du côté de la place du Château pour entendre la commission consultative des arbres de Nyon. Et oui, la politique, c'est aussi se soucier des espaces verts et des arbres. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition du Labo, l'émission qui analyse et qui décrypte la vie des conseils communaux.